Ils ont défié les lois du marché, anticipé les crashs, transformé chaque dollar en un empire. Ce sont les plus grands investisseurs de tous les temps. Mais avant de parler de fortune, de rendement ou de milliards, il faut parler d'un homme qui n'a pas construit de gigantesques empires, qui n'a pas fait la une des magazines, mais sans qui tout cela n'aurait pas existé. Dans l'Amérique post-crise des années 30, Benjamin Graham invente une idée révolutionnaire. Le prix d'une action ne reflète pas sa vraie valeur. Il pose les bases de l'analyse fondamentale, introduit la marge de sécurité et publie 2 livres qui deviendront des bibles, Security Analysis et The Intelligent Investor. Ces 2 livres existent en français pour ceux qui sont intéressés. Leurs titres sont Security Analysis et L'investisseur intelligent. Graham n'a pas fait fortune, mais il forme un jeune homme du nom de Warren Buffett, qui dira plus tard « Lire The Intelligent Investor a changé ma vie ». Je tenais à parler de Benjamin Graham avant d'attaquer mon classement. Ce n'est pas quelqu'un qui a amassé une grande fortune, mais il a laissé un grand héritage riche en enseignements. Maintenant que ça c'est dit, alors comment on va décider de faire le classement des plus grands? On va pas simplement regarder le montant de leur fortune. On va se baser sur 5 critères. Leur performance, c'est-à-dire le rendement sur le long terme. Le second critère sera la longévité. Est-ce qu'ils ont brillé pendant 2 ans ou 30 ans? J'avoue que s'ils ont brillé que pendant 2 ans, en fait, ça ne nous sert à rien. L'innovation, ont-ils changé la façon dont on investit? L'impact, ont-ils influencé les marchés, les politiques, les idées? Et enfin, l'héritage, ont-ils laissé une méthode, une philosophie, des disciples? Avec ces critères, nous avons analysé des dizaines de profils pour ne garder que les 5 plus complets, les plus influents, les plus incontournables. Et on va commencer fort avec un homme dont le fonds d'investissement a battu tous les records, mais que vous n'avez probablement jamais vu à la télé. Le mathématicien qui a humilié Wall Street à coups d'algorithmes. Il n'a jamais annoncé de crise à la télé, il n'a jamais écrit de lettres aux actionnaires, il ne prédit pas les marchés, il les décrypte. Voici Jim Simons, ancien cryptanalyste de la NSA, mathématicien de génie et fondateur du fonds d'investissement le plus performant de tous les temps, le fonds Médaillon. Le fonds Médaillon a généré 106% de rendement brut par an pendant plus de 30 ans, soit environ 39% net après frais, alors que la majorité des fonds peinent à battre les 10% annuels du marché. $1 investi en 1988 chez Simons vaudrait des milliards aujourd'hui s'il acceptait votre argent. Malheureusement, ce fonds est fermé au public depuis 2005 et il est réservé à ses employés uniquement. Contrairement aux grands autres investisseurs, Simons ne lit pas les rapports financiers. Il n'analyse aucune entreprise. Il ne cherche pas à comprendre le pourquoi des mouvements de marché, mais le quand et le comment. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Il recrute des mathématiciens, des physiciens et des statisticiens. Il crée des algorithmes à partir de milliards de points de données. Son équipe détecte des corrélations invisibles à l'œil nu, des signaux faibles, des patterns discrets et elle agit avant que le marché ne s'en rende compte. Jim Simons a changé la finance. Il est le pionnier du quantitative trading, du trading algorithmique et de l'approche data-driven des marchés. Malheureusement, il est aussi un mystère. Il n'a presque rien partagé publiquement. Aucun livre, peu d'interviews, aucune école de pensée. Il est inspiré mais dans le silence. Là où Buffett a formé une armée de disciples, Simons n'a laissé que des équations et un mur de confidentialité. James Simons n'a pas influencé les foules, mais il a dominé les marchés avec une précision chirurgicale. Il est la preuve que le cerveau peut battre la spéculation et que l'argent se gagne aussi dans les chiffres, les lignes de code et le silence. James Simons battait le marché des algorithmes, mais le prochain investisseur, lui, il se battait avec un caddie de supermarché. Il croyait que les meilleures idées d'investissement n'étaient pas dans les graphiques, mais dans la vraie vie. Dans ce que vous pouvez porter, ce que vous pouvez manger, ce que vous utilisez tous les jours. Voici Peter Lynch, l'homme qui a transformé un simple fonds en machine à superformer en investissant comme vous et moi. Contrairement à James Simons, Peter Lynch n'avait ni algorithme ni supercalculateur. Il avait un bloc-notes et une capacité unique, repérer de bonnes entreprises dans la vie de tous les jours. Il disait, si vous aimez un produit, si vos enfants l'adorent, s'il se vend partout, il y a peut-être une société cotée en bourse derrière. Et souvent, il avait raison. De 1977 à 1990, Peter Lynch dirige le fonds Magellan chez Fidelity. En 13 ans, il affiche un rendement annuel moyen de 29,2%, soit plus du double du marché. Quand il prend le fonds Magellan, il gère 18 millions de dollars. Quand il part, il en gère plus de 14 milliards. Tout ça avec une stratégie simple, comprendre ce qu'on achète. Peter Lynch n'investissait pas dans des idées abstraites. Il allait dans les magasins, observait les files d'attente, écoutait ce que les gens consommaient. Il appelait ça investir avec bon sens. Un principe simple mais d'une efficacité redoutable. Pour lui, la bourse n'était pas un casino, c'était un supermarché. Et dans ce supermarché, les meilleures affaires n'étaient pas toujours flashy mais souvent logiques. Lynch a laissé un grand héritage.
Il était un grand vulgarisateur. Il voulait rendre la bourse compréhensible au plus grand nombre. Il disait que tout le monde peut battre le marché avec un peu de bon sens et de recherche personnelle. Ses livres sont encore aujourd'hui des classiques pour les investisseurs particuliers. Ils ont formé une génération complète. Peter Lynch a prouvé qu'on n'avait pas besoin d'être un génie mathématique ou un milliardaire excentrique pour battre les marchés. Il a montré que le bon sens, la curiosité et l'observation pouvaient faire toute la différence. Si Peter Lynch voyait des opportunités dans les rayons d'un supermarché, le prochain, lui, voyait des fissures dans les fondations des nations. Il n'analysait pas seulement des entreprises, il analysait les banques centrales, les devises, les gouvernements. Il croyait que les marchés étaient irrationnels et il pariait contre eux avec une audace presque terrifiante. En 1992, il a fait ce que personne n'aurait osé faire. Il a attaqué la Banque d'Angleterre et il a gagné. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Des déséquilibres cachés, des psychologies de masse, des politiques en sursis. Voici George Soros, le financier philosophe, l'homme qui en 1992 a fait sauter la Banque d'Angleterre et qui a gagné plus d'1 milliard de dollars en une journée. Le 16 septembre 1992, connu comme le mercredi noir, Soros et son fonds Quantum ont massivement vendu la livre sterling à découvert. En gros, ils ont parié que la livre sterling baisserait. Malheureusement, la Banque d'Angleterre a dû sortir du système de change. Sa monnaie a plongé de près de 15% en quelques heures. Résultat, plus d'1 milliard de profit net pour Soros. Je ferai une vidéo plus tard pour chacun de ces grands investisseurs. Cela permettra de mieux expliquer ce qui s'est passé entre Soros et la Banque d'Angleterre. Pour Soros, les marchés ne sont pas rationnels, ils se nourrissent de leur propre anticipation. Et il a formalisé la réflexivité. 1. Les croyances des investisseurs influencent le marché. 2. Les mouvements du marché renforcent ces croyances. Et 3. Le marché boucle en retour jusqu'à l'effondrement. Cette approche l'a conduit à repérer des bulles, à parier sur leur éclatement et à réaliser des profits colossaux. Au-delà des profits, Soros a influencé la pensée économique. Ses livres, The Alchemy of Finance, The New Paradigm for Financial Markets, sont encore étudiés par les macro-traders. Et sa fondation, The Open Society, a investi des dizaines de milliards dans l'éducation, la santé et la démocratie à travers le monde. George Soros est la preuve que la finance est autant une affaire de psychologie que de chiffres. Un pari monumental des idées révolutionnaires et un héritage qui dépasse la seule bourse. George Soros pariait contre les gouvernements. Il provoquait des effondrements. Le prochain, lui, cherchait à comprendre pourquoi ces effondrements arrivaient. Pendant que d'autres cherchaient à battre le marché, Ray Dalio voulait modéliser le monde entier. Les cycles économiques au comportement humain, il a créé une machine d'analyse globale et a bâti le plus grand hedge fund de tous les temps. Et si vous pouviez comprendre chaque crise financière, chaque crash, chaque boom, chaque retournement de marché. Ray Dalio a passé sa vie à essayer exactement cela. À transformer le chaos économique en équation prévisible. Ray Dalio fonde Bridgewater en 1975 dans un petit appartement à New York. Quelques décennies plus tard, c'est le plus grand hedge fund de la planète avec plus de 150 milliards de dollars sous gestion. Bridgewater, c'est bien plus qu'un fonds. C'est un laboratoire économique qui fonctionne selon des principes radicaux de transparence, d'honnêteté brutale et d'algorithmes décisionnels. Dalio croit que les marchés sont gouvernés par des lois naturelles et cycliques. Il formalise tout dans un principe clé. Il y décrit des concepts comme le cycle de la dette à long terme, les déséquilibres structurels et la psychologie collective des marchés. Son objectif, ne pas réagir aux marchés, mais les anticiper comme on prévoit une saison. Son approche repose sur une modélisation rigoureuse. Si une situation s'est produite dans l'histoire, elle peut se reproduire à condition de bien reconnaître les signes. Dalio n'achète pas des entreprises, il investit dans des pays entiers. Il suit les mouvements de dette, les taux d'intérêt, les banques centrales, les conflits, les cycles historiques. Il pense comme un économiste, agit comme un trader et réfléchit comme un philosophe. Ray Dalio partage publiquement ses recherches, ses principes, ses erreurs. Il publie des vidéos éducatives, des livres et des mémos. Il veut rendre l'économie compréhensible au plus grand nombre et alerter sur les dangers des inégalités, des dettes excessives et des conflits. Ces réflexions influencent autant les gouvernements que les investisseurs. Ray Dalio n'a pas seulement gagné de l'argent, il a construit un système de pensée, un outil de compréhension du monde, un pont entre l'histoire, la psychologie humaine et la finance globale. Ray Dalio a modélisé l'économie mondiale. Mais le numéro 1 a simplement appris à reconnaître ce qui a de la valeur et à le garder longtemps. Il n'a jamais parié contre une devise. Il n'a jamais construit un algorithme. Il a lu, réfléchi et attendu. Dans un monde obsédé par la vitesse, il a prouvé qu'on pouvait devenir milliardaire en étant patient. Il comprend les entreprises, les gens et le bon sens. Tout commence dans une petite ville du Nebraska où un garçon de 11 ans achète ses premières actions. Et sans le savoir, il entame un parcours qui fera de lui l'un des hommes les plus riches et les plus respectés du XXIe siècle. Warren Buffett n'était pas un spéculateur, il était un lecteur obsessionnel. À 19 ans, il découvre un livre qui change sa vie.
l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, son futur professeur à Columbia. Il apprend une chose essentielle. La valeur d'une entreprise ne se trouve pas dans son prix, mais dans sa capacité à générer des profits sur le long terme. Buffett n'achète pas des actions, il achète des entreprises qu'il comprend. Coca-Cola, American Express, Gillette, Apple. Il cherche des sociétés avec un avantage compétitif durable, des dirigeants intègres, des revenus stables et prévisibles, et surtout un prix inférieur à leur vraie valeur. À travers sa société d'investissement Berkshire Hathaway, Buffett transforme un vieux fabricant de textiles en un conglomérat géant valorisé à plus de 800 milliards de dollars. Il y a quelques années, chaque année, des dizaines de milliers d'investisseurs venaient écouter une leçon d'humilité, de logique et de patience livrée avec humour aux côtés de son acolyte, feu Charlie Munger. Buffett ne créait pas de modèle mathématique complexe. Il ne faisait pas de paris risqués. Il avait juste une philosophie claire. Acheter des entreprises exceptionnelles à un prix raisonnable et les garder indéfiniment. Dans un monde dominé par le bruit, Buffett est le maître du silence. Là où d'autres courent, il marche. Là où d'autres paniquent, il achète. Il vit dans la même maison depuis 1958. Il boit du Coca-Cola tous les jours. Il conduit une voiture simple et lit 5 heures par jour. En 2006, il annonce qu'il donnera 99% de sa fortune à la philanthropie, rejoignant Bill et Melinda Gates dans leur Giving Pledge. Buffett a démontré qu'on pouvait bâtir une fortune colossale sans tricher, sans spéculer, sans copier les autres, juste en suivant une boussole intérieure. Il est la preuve vivante que la simplicité, la rigueur et la patience battent la complexité, l'arrogance et la vitesse. 5 styles, 5 esprits, 5 visions du monde. Mais un point commun, chacun d'entre eux a su penser différemment, prendre le temps et surtout rester fidèle à ses convictions. Ces 5 légendes nous enseignent qu'il n'y a pas une seule bonne manière d'investir, que le plus important c'est de connaître sa stratégie et de s'y tenir, que ce n'est ni la chance ni la mode, mais la discipline et la patience qui construisent des fortunes durables, et que l'argent c'est un outil, mais l'intelligence émotionnelle fait souvent la différence. Le marché boursier est un outil pour transférer de l'argent des impatients vers les patients. Warren Buffett. Alors dis-moi en commentaire lequel de ces 5 investisseurs t'inspire le plus et pourquoi. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like, abonne-toi pour ne rien rater et partage-la à un ami qui veut apprendre à investir intelligemment. Et surtout, souviens-toi, les marchés montent et descendent, mais les principes solides, eux, tiennent dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour une nouvelle leçon de finance.